Bonjour. Nous revoilà pour une deuxième conversation ce matin. Donc, je suis ravi de vous accueillir ici. Pour redonner un peu de contexte, le principe des conversations, donc vous voyez dans un cadre un peu plus intime, un peu plus proche, c'est pour favoriser les échanges. L'idée, c'est que via l'application Swapcard, vous puissiez poser vos questions. Alors, on dispose de 45 minutes, demi-heure de discussion avec mes invités et 15 minutes qui seront accordées à vos questions. On va essayer de respecter ce format-là. Voilà. Aujourd'hui, la thématique qu'on a, c'est être product en start-up versus en GAFA versus en entreprise. Donc, c'est dans la continuité de la thématique générale qui est l'évolution de carrière et faire carrière dans le produit aujourd'hui en France, mais de manière plus générale. Pour vous redonner un peu de contexte, donc c'est la thématique précisément était il n'y a pas qu'une seule façon de faire du product, il n'y a pas qu'une seule réalité produit. Si l'on compare souvent B2B et B2C, la taille et la culture de l'entreprise influent largement sur nos métiers. Alors est-ce qu'on fait vraiment le même métier quand on fait du produit en start-up, en GAFA ou en entreprise? Est-ce qu'il y a des méthodes et des pratiques qui sont transposables, qu'on peut réutiliser de l'une à l'autre? Et est-ce qu'on doit passer forcément, d'ailleurs, de l'une à l'autre? Voilà, donc 3 invités. Je vous laisse vous présenter en commençant par Mounia. Bonjour à tous, Mounia. Moi, je m'occupe des investissements en amorçage dans un fonds d'investissement qui s'appelle Isaïe, qui est le fonds des entrepreneurs Internet. À côté de ça, j'ai aussi monté une asso il y a quelques années qui s'appelle Starter, qui vise à encourager les femmes à bosser en start-up et à monter des boîtes. Je vous regarde, mesdemoiselles. Voilà. Bonjour, moi c'est Yannick. Je travaille pour une entité de la SNCF qui s'appelle e-Voyageurs, qui est un groupe dans lequel on retrouve oui SNCF que vous devez à peu près tous connaître, l'application SNCF qui est plutôt une application dédié à de l'information voyageur et qu'on est en train d'essayer de faire pivoter vers du mass transit et de la capacité à réserver finalement des VTC, des trottinettes, des vélos, cette fameuse application qui pourrait tout rassembler, et des sites à l'international sous la marque Rail Europe. Et donc moi je m'occupe du product management pour ces différents sites. Donc, voilà. Ok, et bonjour à tous. Donc moi c'est Jérémy Barré, je suis aujourd'hui Head of Product Design chez Drivey. Si vous avez suivi les actualités, Drivey et Getaround. Et donc ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint Drivey et l'équipe, et avant ça j'étais en Californie, d'où le thème GAFA. J'étais chez Facebook et YouTube pendant environ 3 ans, toujours en tant que designer, senior designer. Donc je vais pouvoir essayer d'apporter cette perspective des plus grosses entreprises de la Californie, mais aussi d'entreprises plus à un stade de start-up comme Drivey. Parfait. Je vous propose de commencer, donc on part sur une demi-heure. N'hésitez pas, si vous n'avez pas l'application Swapcard à nouveau, à la télécharger pour poser vos questions. Première question que j'avais notée, est-ce qu'il existe un profil type quand on est en start-up versus ou pas, GAFA versus ou pas, entreprise? Lequel de vous veut commencer? Moi je vais commencer pour le côté design, essayer de refléter ce qu'on attend en grande entreprise, en start-up. Moi j'étais assez surpris en rejoignant les rangs de Google d'abord, enfin YouTube et ensuite Facebook. En tant que designer, on attend assez vite en fait une implication très forte dans la réflexion, dans la conception produit, en plus bien sûr de l'interaction et du visual design. Et donc assez vite, on a ce rôle de touche à tout sans s'éparpiller sur du brand design ou d'autres sujets, vraiment de touche à tout sur la conception produit. Donc la confiance dans ces grosses entreprises est rapidement portée dans les employés qu'ils recrutent. Et donc ça, j'ai retrouvé cette confiance et attente de curiosité et d'implication en grande entreprise. Je l'ai retrouvé très facilement, très bien aussi chez Drivey, donc dans une aventure un peu plus start-up où on a moins de ressources, moins de temps et de budget à allouer, et il faut aussi mettre la main à la pâte sur beaucoup de sujets de conception, de réflexion et de conception design. Donc pour ce côté-là de vraiment attendre des profils curieux qui vont sortir de leur case un peu prédéfinie, je trouvais que ça se ressemblait assez, et on donnait vraiment beaucoup d'espace, même en grande entreprise, en tout cas dans un scope proposé qui est un peu plus réduit. En tout cas, l'espace des compétences attendues reste assez fort en grande entreprise comme en start-up, en tout cas en GAFA pour les designers. Yannick, ouais. Alors sur la partie entreprise et plutôt sur la partie product management, alors c'est Nate qui en parlait ce matin, il n'y a pas vraiment d'école du product management. Il y en a peut-être qui sont montés depuis, mais pas dans notre historique. Donc en fait,
Ce qu'on voit, nous, en entreprise, c'est plutôt une diversité de profils, en fait. Parce qu'en fait, les gens arrivent pas avec leur diplôme de product manager, on les recrute et voilà. C'est plutôt des gens qui font des transitions depuis d'autres boulots. Sur la partie product management, il y a plusieurs piliers. On peut venir de la tech, on peut venir du business, on peut être expert du métier. Et donc nous, ce qu'on voit en entreprise, c'est qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a plein de profils types. Alors après, moi, je pense que c'est génial qu'il y ait de la diversité et que justement, ça s'enrichit. C'est que dans les équipes, il y a des gens qui soient appétents tech, des gens qui soient appétents business ou data, ou etc. Et ça, je trouve ça top. Donc en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Après, l'autre réalité, c'est que dans les entreprises, c'est souvent des organisations assez massives, à la fois à l'échelle du produit. Par exemple, sur Oui SNCF, le site, les applications, les chatbots, au final, ça représente 15 équipes qui doivent collaborer entre elles. Donc en fait, on a vraiment une compétence collaboration, capacité à travailler ensemble pour construire des produits ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul sur son produit. C'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est qu'on a une structure autour de nous. Il n'y a pas que le produit dans une entreprise. Donc en fait, on a plein de gens qui vont avoir un avis sur ce qu'on fait. C'est surtout très facile sur des produits B2C. Tout le monde peut avoir un avis et c'est très bien. Et donc du coup, dans l'autre compétence qu'on va aller chercher, c'est cette capacité à expliquer, à argumenter les choix produits, en fait, pour que le produit puisse prendre vraiment sa place au sein de l'organisation. En fait, on aura besoin de gens qui sont capables de diplomatie et de pédagogie, en fait, vers le reste de l'entreprise pour expliquer les choix, les argumenter et garder notre autonomie qui, pour nous, est très importante sur la partie produit. Moi, ce que je peux ajouter sur les boîtes très jeunes, c'est que souvent, il y a un des fondateurs, même s'il n'est pas head of product, qui est en fait le vrai product manager de la boîte. Et quand la société grandit un peu et qu'elle veut se structurer, qui cherche à recruter du coup des personnes au produit, il y a souvent, en tout cas au départ, on le voit en tout cas de manière assez caricaturale, une différence entre ce que les fondateurs veulent recruter comme profil. Ils veulent souvent recruter des gens moutons à 5 pattes, hyper seniors, qui vont vraiment apporter leur personnalité et leurs pattes, et ce dont ils ont concrètement besoin et ce qu'ils sont prêts à lâcher. Et donc parfois, ils arrivent à avoir ce senior qui ne trouve pas sa place dans la boîte parce qu'il y a justement un des fondateurs qui est owner du produit. Donc bien différencier les différents stades d'évolution de maturité de la boîte. Et quand on est candidat, qu'on veut aller travailler en start-up, je pense que c'est une super école d'aller dans des toutes petites boîtes parce que vous allez être touche à tout et vous allez en plus dans des cursus où il n'y a pas forcément de formation type, il y a plusieurs profils comme ils l'ont dit. Être capable un peu de faire le truc à votre sauce, c'est génial. Ayez quand même en tête et essayez de repérer, est-ce que dans les fondateurs il y a ce fameux owner produit et qu'est-ce qu'il est prêt à vous lâcher. Est-ce qu'il y a une seniorité particulière si je reprends Jérémy, Yannick en l'occurrence. Jérémy, toi, quand tu avais postulé, tu avais déjà X années d'expérience ou à quel point ces GAFA, en l'occurrence, prennent des jeunes ou pas? Est-ce qu'il faut... moi, j'ai travaillé chez Apple. Chez Apple, on ne prend pas de junior. Enfin, l'entreprise ne prenait pas de junior. Le parti pris était de dire on ne prend que des gens qui ont de l'expérience parce que vous allez être ensuite les référents de l'entreprise auprès de vos autres collègues. Très bonne question et je pense que ça a tendance aussi à évoluer ces dernières années. Moi, pour partager ma perspective sur Google et Facebook, ils font clairement confiance aux jeunes diplômés ou aux premières années d'expérience pour des rôles comme product manager ou designer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent même des programmes de recrutement en partenariat avec les grandes universités des États-Unis. Donc, il y a cette confiance qui est là et eux, ils vont vraiment rechercher quelques caractéristiques clés qui ne sont pas encore retrouvées forcément chez des seniors avec des années d'expérience, qui sont vraiment la curiosité, l'adaptabilité, la possibilité du coup de s'adapter à des environnements rapides qui changent, et vraiment la passion et ce qu'on appelle un peu le product thinking, donc comment on pense vraiment problème à résoudre des problèmes. Donc si on trouve en fait ce genre de caractéristiques clés dans les soft skills et qu'ensuite en compétences core skills, on montre qu'on sait maîtriser les grosses étapes par exemple d'un designer pour accompagner un projet. Dans ces cas-là, la confiance est là et ils vont essayer de créer l'environnement le plus sain possible pour déjà donner assez de responsabilités et faire en sorte de monter en compétences même des jeunes employés. Et comment ça se matérialise? C'est quoi? C'est des side projects? C'est des portfolios? Comment tu concrétises le fait que tu es curieux, tu es flexible?
Ouais, très bonne question aussi. Quand tu as 20 ans, quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup, donc pour ma part c'était le cas, j'ai postulé en tant que jeune diplômé pour Google et j'ai eu la chance, parce qu'il y a beaucoup de chance aussi, forcément avec le nombre de candidats, d'être retenu déjà à la première étape de CV et ensuite entretien. Clairement il faut avoir un portfolio, soit par l'école, soit par des side projects qui montrent l'envie d'entreprendre, d'expérimenter et de pousser ses compétences, même en étant plus junior. Et ensuite, pour les soft skills, c'est clairement lors des entretiens, essayer de vraiment bien formuler sa façon de penser, de réfléchir, montrer surtout qu'on se pose les bonnes questions et qu'on maîtrise un peu les sujets globaux qu'on va attendre d'un designer dans ces boîtes-là. Donc il n'y a pas une pression gigantesque sur un portfolio d'agence avant de pouvoir postuler ou d'avoir 5 ans d'expérience. C'est vraiment quelques projets clés qui montrent qu'on sait, en tout cas en tant que designer, réfléchir de A à Z, du besoin utilisateur, du problème à résoudre, pour ensuite en définir la meilleure solution. Et ensuite, ça va vraiment jouer lors des entretiens, comment exprimer au mieux sa façon de penser et montrer qu'on met le doigt sur les bonnes questions. Yannick, tu vois des différences par rapport à ce que dit Jérémy Non, c'est un peu similaire. Et pour répondre à la question, est-ce on voit que des seniors ou pas de juniors, en fait, non, en fait, on est très content d'avoir des gens un peu plus juniors. Enfin, c'est déjà parce qu'en fait, quand on a des équipes qu'avec des gens seniors, ils ont parfois tendance à se marcher dessus. C'est la même chose que sur une équipe de dev où vous staffez pas une équipe de dev qu'avec des lead tech parce que sinon vous avancez pas. C'est intéressant. Donc c'est à la fois intéressant pour l'équilibre des compétences et des rôles. Puis on a des produits qui ont plus ou moins d'impact aussi derrière. Donc ça permet aussi à des gens un peu plus jeunes d'être mentorés par des gens plus seniors sur des produits à moins d'impact, avec moins d'impact ou moins de visibilité. Donc ça c'est intéressant. Ça nous enrichit aussi parce que ça nous permet de voir un peu de nouvelles façons de penser et de pas s'encrouter. Ça c'est important pour une entreprise en fait, c'est de constamment se challenger, voir des nouvelles pratiques, aller à des confs, tester de nouvelles choses. Et après, dans les entreprises qui ont une taille critique, nous ce qu'on aime bien faire, c'est on a mis en place un peu des cercles ou ce qu'on pourrait appeler des cercles ou des communautés de pratique. C'est-à-dire qu'en fait, nos product owners, nos product managers s'organisent entre eux autour de communautés de pratique. Et par exemple, il y a une communauté de pratique autour de la data, dans laquelle il y a plutôt des experts autour de la data qui sont en charge de former les gens un peu plus newbies sur le sujet. Donc en fait, nous, on essaie de se servir de la masse, du nombre de profils qu'on peut avoir pour aller justement tirer tout le monde vers le haut en fonction de ce qu'ils veulent faire. C'est formalisé tout ça ? Ouais. Oui, c'est formalisé. Il se voit un truc qui s'appelle le café PO, dans lequel les product owners se voient toutes les semaines et échangent autour de la problématique, peuvent amener des concepts. C'est pas super formalisé, mais voilà, c'est un mélange d'informel, de tiens, tu veux pas me filer un coup de main, j'ai envie d'utiliser Content Square, voilà, sans passer par un processus de formation où la formation arrivera dans 3 mois. Donc, voilà. Okay. Nous, l'enjeu, c'est vraiment de se servir, c'est ce que je disais, de la masse pour accueillir des profils atypiques. Et derrière, dans nos recrutements, par contre, on se pose souvent la question en fait d'équilibre entre nos seniors et nos juniors. Et quand on va recruter, d'ailleurs, on recrute des product owners, on va se poser la question de c'est quoi notre mix ? Est-ce qu'on a assez de seniors ou pas ? Est-ce qu'on a besoin de faire venir quelqu'un avec un peu d'expérience qui va nous apporter sur des nouvelles pratiques, etc. Donc c'est quelque chose qu'on pilote aussi d'un point de vue RH. Je fais une parenthèse parce que j'ai eu 2 questions qui m'ont été posées suite à la première conversation sur le job de PO en France. Donc ça c'est plus générique. Louis Leca qui est nouveau directeur produit de chez Algolia qui revient des États-Unis m'expliquait qu'aux États-Unis la notion de PO n'existe pas, on le voit en France mais que ça n'existe pas là-bas. Est-ce que c'est une spécificité ce job-là, grande entreprise? Est-ce que tu le vois, Mounia, tu t'en entends parler aussi dans des startups? On est toujours sur cette notion de contour flou entre PO, PM. Je veux pas qu'on refasse le débat, ouais. Mais quelques mots. Non, on voit souvent plutôt des PM et après il y a un head of product avec plusieurs personnes, mais ouais, pour moi c'est du jargon. C'est du jargon. Pour moi, en fait, au-delà du poste PO, PM, qui est un grand débat auquel on n'entrera pas. Non. Le plutôt, c'est de se dire c'est quoi les missions pour qu'une équipe elle tourne. Et c'est plutôt comme ça qu'on prend l'approche. Et en fait, les missions, ça va de faire de la veille pour savoir comment on doit faire évoluer son produit, travailler avec les designers pour justement faire des produits
qui déchire, faire de l'analytique, discuter avec les stakeholders un peu externes, donc les différents sponsors qu'on peut avoir dans l'entreprise, driver l'équipe de dev, faire des user stories, des trucs très concrets. Donc en fait, c'est un panel de missions. Nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce que ces missions sont remplies. En fait, on voit que d'une équipe à l'autre, ça peut être un peu différent. Il y a des équipes où, par exemple, sur une partie de la rédaction des user stories, qui est le truc qui drive l'équipe de dev, elles vont être complétées par des développeurs ou des testeurs. C'est eux qui vont finaliser. Le PO va donner les grandes lignes et puis ils vont monter ensemble. Sur d'autres équipes, non, en fait, l'équipe va plutôt être concentrée sur le dev et donc du coup, c'est le PO qui va prendre en charge ces missions. Donc voilà, je pense que le rôle, en fait, il existe. Après, on peut y mettre une étiquette, que ce soit POPM ou je sais pas comment ils les appellent aux États-Unis, mais pour moi, tant que la mission est faite, c'est important. Et après, pour finir, le rôle, il a vachement évolué aussi. Moi, j'ai évolué dans l'environnement agile depuis 2008. Et en fait, les missions qu'on donnait à un PO à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'on leur demande aujourd'hui. POPM, je le mets dans la même case. Un PO à l'époque, c'était un espèce de chef de projet agile, ce qui était déjà bien. Là, aujourd'hui, quand on voit les missions qu'on confie, c'est beaucoup plus large en fait. Donc le rôle, il évolue en permanence. Il faut juste s'adapter. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit avec Louis. Pour être très transparent, moi, c'est la même chose. J'ai jamais entendu en fait cette notion de product owner aux États-Unis, mais même pas lu ni entendu. Donc c'est en revenant en France que j'ai découvert qu'on splittait un peu ces deux rôles dans certains cas. Et très clairement, chez des GAFA type Facebook ou Google, on attend du PM d'avoir les compétences d'un PO, mais on n'en crée pas un rôle particulier. Et donc j'ai l'impression que c'est un artefact vraiment de la culture agile, mais à quel point c'est un rôle dédié. Nous, chez Drivey, on considère aussi que le PO est une des compétences qu'un PM doit avoir, mais n'est pas un rôle différé. Mais du coup, moi, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Yannick, quand tu disais par projet, en fait, on essaye de voir quelles sont les missions dont on a besoin et on complète comme ça. Encore une fois, voilà, comme il y a plusieurs types de carrières différentes, c'est important d'être très au clair, je pense, pour quelqu'un qui est dans la carrière produit, sur ses capacités, sur ses skills, sur ce qu'il aime, et de driver un peu ses différentes missions, ses différents jobs par rapport à ça, et de plutôt se dire, moi par exemple, ce que je peux apporter dans cette équipe-là, c'est peut-être la méthodologie, et dans une autre équipe, peut-être que ce que j'aime et ce qui me fait triper, c'est parce que le produit me parle tellement, et peut-être que là, typiquement, si vous bossez dans une boîte qui fait une appli pour les millennials, limite, si vous avez 20 ans, c'est beaucoup mieux que si vous en avez 50, et vice-versa. Enfin, c'est plutôt se dire qu'est-ce que je vais apporter comme skills et comme compétences par rapport à ce projet-là, qui peut être intéressant. Okay. Très bien. Sur la notion des PM chez Google, typiquement, généralement, ce sont des ingénieurs. On recrute des ingénieurs qui ont le pendant, la capacité à coder des algorithmes, etc., pour prendre ce job-là. Donc, il y a quelques années, c'était ça. Là, on va se reposer la question, est-ce que ça a évolué ou pas? Mais oui, quand j'y étais, souvent, on attend des PM à un énorme background technique, donc plus du monde des développeurs, ingénieurs, qui finissent par prendre le rôle de product manager. Mais je pense que ça a tendance à évoluer. Chez Facebook, moi je vais en parler tout à l'heure à 14h, dans leur job desk, si vous allez voir aujourd'hui d'un product manager, ils attendent 5 années, donc pour plus le côté senior product manager, en product management ou en product design. Donc ça c'est aussi une ouverture qui est assez intéressante à voir, et teasing, on en parlera tout à l'heure. Mais donc chez Google, il faudrait en revoir ça, mais c'était ça, il y a quelques années. Ok. J'hésite entre les trois. Quel est le plan de formation que je peux attendre, ou quel est l'accompagnement que je peux attendre en fonction. Startup, c'est un peu j'apprends sur le tas. Donc en gros, je prends des responsabilités. J'ai de la chance ou pas d'avoir un cofondateur, CEO / CPO, etc., qui me donne du grain à moudre, et puis j'avance comme ça. En entreprise, c'est je suis bien entouré, donc je vais me spécialiser, je vais pouvoir être mentoré. GAFA, on me fait confiance. Est-ce que c'est aussi clair et délimité que ça, ou quels sont les éléments à disposition en termes de formation et d'accompagnement des gens qui rejoignent chacune de vos différentes structures? Moi, je pense que tu l'as très bien dit, encore plus qu'ailleurs, mais je pense que c'est aussi votre cas. Le métier de produit demande une certaine autonomie dans
dans son plan de formation quelque part. Faut être curieux et il faut aller chercher l'info. Tu disais tout à l'heure, en allant des confs, en se formant soi-même. Enfin voilà, moi ma vision c'est que quand même faut être assez autonome quoi. Faut pas non plus attendre qu'on te fasse un plan de carrière précis sur 15 ans, parce que ça évolue tellement vite de toute façon. Okay. Non, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Nous, c'est effectivement de la formation interne, et puis après, on a les leviers classiques des entreprises. On a des formations, des inscriptions au conf. Ce qui, je pense, est intéressant et ce qui à mettre en place dans l'entreprise, c'est finalement il y a la formation, il y a ce qu'on reçoit, et puis un peu ce qu'on nous laisse faire aussi en tant que collaborateur. Donc nous, on incite aussi pas mal nos collaborateurs à tester des choses. On a toujours ce principe de se dire, en fait, on va évoluer vers on va essayer de nouvelles pratiques, on va évoluer vers d'autres choses. On est gros, donc on évite les big bangs où du jour au lendemain on dit bon maintenant on va fonctionner comme ça. Par contre, on laisse si des collaborateurs ont des idées ou veulent aller vers quelque chose, on leur laisse un peu de temps pour dire je veux tester cette nouvelle approche pour suivre mon analytics du produit. On va le tester à l'échelle d'une équipe. On va voir si ça marche, et puis si ça marche, on va le scaler ça aura fait ses preuves, et donc du coup ce sera plus simple à intégrer. Donc je fais le lien par rapport à la formation, parce que je pense que ça rejoint un peu ta notion d'autonomie. C'est toujours pareil, laisser en fait les gens aller vers d'autres territoires, apprendre du coup eux des choses et le restituer au reste de l'entreprise. En GAFA, donc côté Facebook par exemple, il y a pas mal d'aspects sur lesquels on peut en parler. Déjà sur l'accompagnement du rôle pour lequel on a été recruté, donc product design ou product management, il y a un peu un framework très clair des compétences attendues à un niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc du junior jusqu'au senior, avec vraiment à la fois les tips, les signaux et vraiment encore une fois les compétences attendues sur lesquelles on attend que toi en tant qu'employé tu montes en compétences. Ensuite il y a les 2 tracks management et contributeurs individuels qui sont depuis un petit moment maintenant discutés et supportés en Silicon Valley dans ces boîtes-là. Donc ne pas avoir un plafond de verre en tant que contributeur individuel, vraiment arriver à une expertise et un niveau de non pas de hiérarchie mais d'importance et de seniorité très fort dans l'entreprise sans manager des gens. Donc ça c'est offert, c'est encouragé et supporté par la boîte, et il y a aussi beaucoup d'accompagnement dans ces rôles clés par rapport au premier pas en tant que manager. Et une autre chose assez intéressante et forte chez Facebook, c'est que quand ils te recrutent, ils te disent on te recrute aussi pour ce que tu aimes faire, donc prouve-nous que tu es le meilleur dans ce que tu aimes faire, et on va te laisser l'espace pour vraiment développer soit des projets ou des compétences et apporter un peu ce côté unique de ta personnalité, de tes compétences au tout de Facebook. Ça me paraît un luxe que seul Facebook peut se permettre. Pour être en start-up en ce moment, c'est Gab, il y a du taf, tu le fais, et pendant ton temps libre, entre 3h et 4h du mat', si tu veux, tu documentes et tu fais des choses qui peuvent te plaire. Est-ce que c'est transposable? Est-ce que Yannick, toi typiquement, tu le vois? Ou Mounia, est-ce que... C'est un peu le côté doré des GAFA, en l'occurrence, d'être accompagné comme ça. Et pas toujours réel, hein. Pareil, okay. Comme tu le dis en startup, c'est comme les 20% de Google qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. La journée un peu de la semaine où on te laisse vraiment creuser un projet ou des compétences. C'est vrai qu'il y a cette limitation dans la réalité, comment tu mets en forme ces choses-là et comment tu sors de ce rythme assez effréné de la conception produit. Je vous laisserai. Ouais. D'accord. Oui, non, mais après, nous, c'est... Alors, on essaie, après, c'est pas toujours possible, effectivement, mais on essaie justement de laisser un peu cet espace de liberté, ce qui est très compliqué, en fait, parce que la roadmap ne s'arrête jamais et on court toujours derrière le prochain incrément, la prochaine évolution. Après, on essaie de favoriser ça quand même en proposant à des collaborateurs de s'ouvrir. On travaille pas mal avec des startups, justement, on a un accélérateur de startups, donc on propose à nos collaborateurs, qu'ils soient PO, designers, etc., de travailler avec des startups pour les accompagner dans leur croissance. Par exemple, proposer à nos designers de faire un audit de parcours sur une startup qui est en train de se lancer. Ça permet un peu d'aérer l'esprit aussi et de se sortir de la pression du quotidien. Après, elle existe quand même. Et moi, juste pour rebondir sur le côté comment mettre en place ce genre de dynamique, c'est ça. Dans l'équipe design par exemple de Facebook, ce qui est intéressant, c'est que
on recrute des product designers assez généralistes et on est conscient des expertises qui peuvent être développées en prototyping, en visual design, en user research. Donc c'est assez poreux en fait l'ownership dans l'équipe design, c'est-à-dire qu'on peut très bien collaborer et laisser déléguer en fait une partie prototyping très poussée à quelqu'un qui adore faire ça et qui est expert, pour se concentrer plus peut-être en amont sur de la user research. Donc en équipe, on essaye aussi de pas trop brider et de pas trop caler dans des cases l'ownership des projets des designers, même s'ils ont la responsabilité de faire avancer leur projet nominatif, on va dire. Mais il y a vraiment cette conception de tu peux t'appuyer sur tes peers qui ont aussi des expertises qui peuvent être complémentaires voilà, pour développer les choses. Et à quel point ce qui est développé là est transposable dans un autre contexte? Là, tu me parles de Facebook, tu es chez Drivey. Donc la taille est différente, l'organisation est différente. Ce que j'apprends dans ces GAFA ou en entreprise, qu'est-ce que je peux récupérer en termes de méthode? Est-ce que c'est tellement pas structuré, je pense, Yannick, que je pousse à l'extrême, l'organisation est tellement quasi potentiellement militaire, et je force le trait, que en fait ça ne fonctionne que dans ce cadre-là. Et est-ce que ce que j'ai appris là, typiquement chez Google, tu as un document de 10 pages sur c'est quoi être PM chez Google. Et tu lis le document, tu as des outils à disposition, une méthode à disposition, etc. Ça, c'est très bien dans le cadre d'une entreprise de 40 000 personnes. Tu pars demain en start-up. Moi, typiquement, quand j'ai switché, déjà pour faire comprendre ce qu'étaient les OKR et comment ça fonctionne, avant d'arriver à le product management, qu'est-ce qu'on peut tirer des méthodos de ces grandes boîtes pour l'appliquer ailleurs. Ouais, alors, effectivement, donc c'est pas si militaire que ça. Non, mais ça évolue. Alors après, je sais pas, je pense que quelqu'un qui a bossé chez nous, ou dans une entreprise de manière générale, après c'est un peu comme toutes les méthodes, un peu by the book. C'est-à-dire que vous avez la méthode Scrum qui vous explique comment faire du Scrum, vous avez des frameworks d'agilité à l'échelle derrière. En fait, c'est des choses qu'on peut avoir en tête, dans lesquelles on va aller piocher. Et après, ça va être la personne qui fait un move d'une entreprise ou d'un GAFA vers une startup. Après, ça va être son intelligence derrière d'aller se dire, bon bah voilà, là je suis dans un contexte qui est différent. J'ai pas 15 équipes, j'ai 5 devs. Donc je vais pas appliquer tout ce que j'ai vu derrière. Par contre, il y a de la méthodo qu'on peut retirer, il y a du cadrage, comment je définis ma vision produit, comment je m'y tiens, comment je fais adhérer les gens. En fait, je pense qu'en fait l'enjeu c'est plutôt d'aller piocher en fait dans ces différentes méthodes pour pouvoir aller pour pouvoir enrichir la boîte dans laquelle on va. Donc je pense qu'il y a quand même des passerelles et jamais personne n'arrivera en déclinant je faisais ça dans ma boîte et maintenant d'ailleurs c'est horrible quand quelqu'un arrive d'une autre boîte et dit un grand chef arrive, donc ça fonctionnait comme ça chez nous, donc maintenant vous allez tous faire comme ça. Généralement ça passe pas très bien. Voilà. Il y a un élément aussi, c'est que souvent dans les startups qui commencent à grossir, ce dont elles ont d'abord besoin avant la vision produit, c'est vraiment de la méthodo. Et donc du coup, avoir eu cette expérience dans des boîtes plus structurées, ça peut vraiment apporter de la valeur. Et pourquoi pas se dire, si on vient de ces groupes-là et qu'on s'intéresse à une carrière en start-up, pourquoi pas commencer par travailler peut-être en freelance en tant que consultant, avec quelques startups qui vous plaisent. Et puis vous n'êtes pas à l'abri du coup de foudre avec un produit, avec une équipe pour rejoindre à plein temps. Je crois que tu peux en dire 2 mots. Et juste sur cette question, en start-up, comment essayer de mettre en place ça, par exemple chez Drivey? Je pense que, par exemple, moi en tant que Head of Design, de recruter l'équipe, une des choses à prendre en compte, c'est comment créer justement, par les profils à recruter, ces expertises. Ensuite, créer l'espace pour une dynamique de mentorat, donc mentoring. Et donc là, ce qu'on a pu réussir à mettre en place pour le moment, c'est 2 expertises, une plus côté visual design et design system, que je crois qu'il y a Gaëtan dans la salle, aide vraiment à faire en sorte que l'équipe monte en compétences et utilise son expertise là-dessus. Et une autre qu'on commence à mettre en place côté user research. Donc on a toujours recruté un profil de product designer, mais dans les 4 profils qu'on a, on a des expertises déjà assez bien dessinées qui permettent de, même en start-up en fait, de dégager un peu de temps de mentoring et pour laisser la possibilité à d'autres profils de monter en compétences sur. Vous, en tant que recruteur, vous êtes ouvert justement à prendre des gens avec ces profils un peu différents qui viennent compléter. Tu parlais de la seniorité, s'assurer de la complémentarité junior-senior pour aider les juniors à monter et les seniors potentiellement à gérer des équipes à terme. Ça, c'est un élément clé pour vous que toi, tu vas regarder typiquement.
Ouais, c'est ça. Donc il y a l'axe seniorité dont on a parlé, et après il y a l'axe skills un peu. Ce que je disais sur la partie un peu product management. En tout cas, je pense que c'est valable pour d'autres disciplines du produit. En fait, il y a des gens qui vont être très forts en data, des gens en tech, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Donc on va regarder sur ces deux axes, la seniorité et les skills. Et le tout backé par effectivement des soft skills, en fait, un peu le savoir-être derrière des gens qui est très important pour nous. En soft skills, ouais, justement, ça fait partie des questions. Toi, tu regardes quoi ? Moi, ce que je regarde, c'est bon, un truc qui n'est pas du tout matérialisable, mais est-ce que la personne a l'air sympa ? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? Donc ça, c'est le premier sujet. Puis après, ça dépend où est-ce qu'on recrute. Mais par exemple, si je vais recruter un lead product, quelqu'un qui va gérer des équipes, c'est plutôt son approche managériale. Est-ce que elle est compatible avec la culture de la boîte ? Donc ça, c'est des choses que je vais aller tester. Je vais aller tester la capacité à aller collaborer. Ce que j'expliquais, on est dans une entreprise, on est soumis à des contraintes parfois assez importantes et on se doit de collaborer avec pas mal de gens autour de nous. Donc en fait, ce que je disais au début, c'est que la pédagogie, la diplomatie, l'assertivité aussi d'une certaine façon, quelqu'un qui doit être capable aussi de tenir des positions et de les défendre, c'est un peu ça que je vais aller chercher. Ouais, de mon côté, du coup, j'avais parlé tout à l'heure en début de conversation de la curiosité, donc vraiment l'aspect ouvert, volonté d'apprendre et être ultra curieux. Je pense que pour des rôles de product manager et product designer, c'est impératif. C'est-à-dire aller benchmarker un peu tout ce qui se fait dans son industrie, ne pas avoir peur de tester, expérimenter et toujours apprendre en compétences, parce que ces domaines de la tech et du produit sont en constante évolution en fait. Donc on ne peut pas avoir des personnalités figées qui sont dans une zone de confort arrêtée. Donc clairement ce côté-là. Ensuite, il y a l'importance de la communication chez un designer est assez aussi haute, c'est-à-dire qu'on va devoir tout le temps exprimer, argumenter, raisonner et faire comprendre nos idées. Et donc ça, c'est assez important en tant que médiateur, enfin dans des compétences telles que être médiateur d'équipe ou pouvoir communiquer des idées, c'est quelque chose que je regarde clairement. Il nous reste 10-15 minutes pour les questions que vous avez posées. Je vais les prendre un peu dans l'ordre. Je pense que c'est plus une question pour toi, Yannick. Les PO dans l'entreprise, est-ce que c'est plutôt direction marketing, DSI, direction product management, rattaché au DG ? Alors, chez nous, c'est direction produit rattaché au DG. Alors nous, en fait, on a créé la direction produit, on l'a créée en 2016, donc c'est tout récent. Et je pense que dans pas mal de contextes d'entreprise, ça dépend de leur niveau de maturité. C'est-à-dire, on s'en parlait un peu avant, quand on crée une start-up, en fait, on est très product design. Je pense que c'est la même chose au GAFA. En entreprise, c'est pas quelque chose de forcément naturel. Il y a des organisations qui existaient avant. Donc du coup, le move qu'on a fait, ça a été de créer une direction produit au même niveau en fait que les business units, que la tech, etc. Et en fait, on l'a créé finalement en allant piocher des gens et des compétences à la fois côté tech, parce qu'en fait, souvent la partie product ownership pure vient de la tech, parce que c'est lié aux méthodes agiles, à Scrum, etc. Donc moi, typiquement, j'étais côté tech avant, je m'occupais des projets agiles chez la partie tech. Et en fait, en construisant la direction produit, on est allé aussi aller piocher des compétences business. Donc en fait, des gens en business unit qui contribuaient avec nous sur les projets, qui jouaient le rôle de stakeholder et qu'on a amené en fait vers des rôles de PO, de PM. Et voilà. Et du coup, on a construit ça à partir de gens du business et de gens de la tech. Donc pour moi, le produit doit être rattaché au DG, surtout dans une boîte digitale. Pour moi, c'est pas un sujet. Question intéressante qu'on avait un peu abordée à la session précédente, c'est la place du remote ou consulting ou freelancing. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans vos équipes ? Pas du tout. Ouais, c'est une super question et très actuelle, bien sûr. Nous, on a commencé notre premier pari de recruter un employé full-time design en remote. Donc cette personne, Solène, elle vient 1 à 2 jours par semaine. Donc on a encore une présence au sein des bureaux et au sein de l'équipe encore très forte. Mais on fait le pari pour trouver les meilleurs talents en France, en fait, d'accepter le remote et de construire les bonnes dynamiques, les bons rituels d'équipe pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc jusqu'à maintenant, on est très content d'avoir fait ce choix-là. Et donc de là à passer à une équipe complète en remote, c'est un autre pas.
mais vraiment de laisser en fait la liberté à des talents de pouvoir faire leur travail de la manière dont ils l'envisagent et leur laisser aussi leur motivation personnelle en plus de ce qu'ils peuvent apporter professionnellement. Je trouve que c'est important. Ouais. Yannick, dans tes équipes? Chez nous, on le développe. Alors sur la partie remote, ouais, on y est venu. Donc on a pas mal de dispositifs, du homework, qu'on peut déclencher un peu quand on veut, et puis du remote figé. Vous choisissez des jours par semaine, puis vous êtes en remote. C'est un truc quand même en fait, on voit que ça percute un peu la culture de la boîte, parce qu'en fait, pour être en remote, il faut être quand même vachement outillé, il faut que ce soit dans la culture, parce qu'on se rendait compte, du coup, on avait à l'époque, c'était tous les jeudis, les gens pouvaient être en remote, puis donc il y en avait pas mal, mais du coup, le jeudi, on se disait, ça va être compliqué de faire des réunions post-it si les gens sont pas là, parce qu'en fait, on n'était pas très outillés, donc ça vient un peu au fur et à mesure. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur la partie internationale, on a une start-up qui avait été rachetée par le groupe, qui s'appelle Locoto, qui est une start-up au UK, qui était un peu Donc au UK, vous avez Trainline, qui est l'acteur majoritaire, et qui avait racheté Capitaine Train, et Locoto, c'était un peu le Capitaine Train au UK. Donc, bref. Et eux, en fait, ils ont une culture de remote. Ils sont quasiment tous en remote. En fait, les développeurs, ils sont tous répartis en Europe. Donc quand on est arrivé là-dessus, donc ils venions avec notre conception, genre ouais, c'est bien le remote, mais il faut quand même faire attention. On leur demandait, mais comment vous faites pour fonctionner? Et en fait, ils nous ont expliqué en fait tous les outils qu'ils utilisent. C'est super intéressant. Typiquement, ils utilisent Slack, ils se disent tous bonjour le matin. Il y a les 30 bonjours de tout le monde. Puis ils se racontent. En fait, ils ont remplacé les discussions de la machine à café par Slack. Donc, je sais pas, il y en a un qui renverse son café. Il dit ah mince, j'ai renversé mon café. Enfin, des trucs qui nous semblent super bizarres. En fait, ils ont réussi à créer une culture d'entreprise en fait en utilisant Slack. Voilà. Donc, c'est possible. Par contre, ça prend du temps. Puis ça dépend de la culture et peut-être de la taille de la boîte. Mounia, ton avis sur côté start-up? C'est des portes ouvertes, c'est l'avenir. Après, il ne faut pas aller trop vite. Il faut tenir compte de la legacy, de l'ADN de la boîte. Et on peut le voir d'ailleurs, même dans des toutes petites startups qui se la jouent. Ouais, je suis très cool et tout. En vrai, parfois, tu te rends compte que les fondateurs, c'est pas du tout leur ADN de bosser en remote. Donc, ça marche pas, quoi. Il faut y aller au rythme. Mais c'est clairement l'avenir. C'est comme ça qu'on peut proposer des opportunités de carrière sympas et être attractif aussi, quoi. Puis après, je rebondis sur la capacité aussi à aller chercher des talents ailleurs, sur des boîtes. On sait que sur Paris, c'est bien, il y a une grande place digitale, il y a pas mal de boîtes, mais du coup qui cherchent pas mal de gens. Et en fait, on voit, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent, qui ouvrent des bureaux en fait ailleurs. Des boîtes françaises, je pense à Mano qui avait ouvert à Bordeaux, qui ouvre à Barcelone pour finalement aller drainer des talents locaux. Et ça, je pense que c'est une super stratégie. Mais comme tu dis, il faut que ce soit vraiment dans la culture, quoi. Parce que ça, on le voit beaucoup côté dev, effectivement, aller chercher les profils parce qu'il y a une compétition, etc. Côté produit, ça reste quand même assez nouveau. Le remote produit. Et pour de bonnes raisons, parce que c'est des rôles vraiment très, très centraux. Très interactifs, très centraux, où on a besoin d'avoir cette conversation à un bureau à côté d'un développeur, d'un designer. On a besoin de, à tout moment, aller sur une session un peu plus brainstorming, post-it, comme tu disais. En fait, c'est des rôles où on va être en constante production de travail cérébral, enfin bref, on est tout le temps en interaction. Donc c'est un pari quand même encore plus fort et plus dur de faire en sorte que ces rôles-là puissent fonctionner de manière détachée en remote. Nous, je trouve que le côté de faire venir cette personne 1 à 2 fois par semaine, enfin 1 ou 2 jours consécutifs, aide à vraiment pallier le fait qu'on a besoin de ta présence et de vraiment pouvoir faire tout type de workshop, d'interaction et de toujours créer cette proximité d'équipe, mais tout en gardant en fait le remote possible. Donc c'est plus compliqué avec les rôles du produit, c'est clair. Moi, j'avais quand même beaucoup de questions avant de prendre le pari de recruter quelqu'un en remote full-time. Mais je pense que si c'est bien géré et que c'est dans l'ADN de l'entreprise et qu'on ne grille pas les étapes, c'est réalisable. J'ai une question, on passe un peu, c'est pas forcément du coq à l'âne puisqu'on reste sur la notion d'ownership. On dit que le PM et la feature team avec laquelle ils travaillent sont honneurs du problème et qu'ils ont l'indépendance pour trouver la meilleure solution possible. Est-ce que c'est vrai en start-up et jusqu'à quelle taille? Et, alors c'est un peu négatif, est-ce que c'est impossible en entreprise quand l'orga évolue et devient plus vertical? Ouais, alors moi je crois pas trop. Je pense que c'est un peu un mensonge quand on dit le PM, le PO, c'est le mini CEO de son équipe. En fait, ça marche pas dans une boîte dans laquelle il y a déjà
plus de 10 équipes, qui a des enjeux majeurs. Donc après, en fait, ce qu'on cherche à trouver, c'est vraiment pas facile. C'est justement cet équilibre entre l'alignement avec la stratégie d'entreprise et comment on la communique, comment on l'explique, comment on s'assure que finalement tout le monde a dans ses backlogs des choses qui contribuent à réaliser la vision et la stratégie d'entreprise. Et la part laissée à des initiatives locales, parce qu'en fait, on ne croit pas non plus que c'est un grand chef qui va être le mieux placé pour savoir comment on doit designer une page qui affiche des résultats de billets de train, par exemple. Donc du coup, il y a cet équilibre qui est pas simple et qui est vraiment un challenge de tous les jours, parce que même quand on pense avoir trouvé le bon niveau d'autonomie, il peut y avoir du changement côté management ou d'environnement ou pour revenir en arrière. Donc en fait, on oscille un peu ça. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on a à l'échelle de l'entreprise un backlog d'initiatives, une liste de priorités qui transverse, qui touche toutes les équipes. Et en fait, ce qu'on demande aux équipes quand elles planifient le travail, en fait, c'est de se garder une bande passante pour des initiatives un peu plus locales, pour faire de l'A/B test, pour faire de l'amélioration continue, du bug fixing, parce que ça existe aussi. Et donc voilà. Et donc en fait, on essaie de jongler entre ces deux trucs. Et là, on essaie de mettre en place justement des KPI pour monitorer si on laisse suffisamment d'air aux équipes. C'est ce qu'on voit quand on fait trop de projets transverses, au bout d'un moment, le produit il perd en qualité, parce que finalement on a empilé des features qui contribuent à la vision d'entreprise, c'était génial, mais finalement l'expérience client derrière, elle est pas top. Donc c'est une vraie bonne question et un vrai gros challenge pour le coup en entreprise, mais je pense que ça doit pas être que le cas en entreprise. Mais justement, faut pas être dupe en start-up. Moi, je vais le prendre à l'envers. Je pense que le PM, il est le mini CEO, mais dans le sens où si l'enjeu est au niveau du produit pendant un certain temps, et ben même les actionnaires, même les board members, ils vont venir s'en mêler, ils vont vous dire il faut mettre le bouton rose et pas en vert. Et je trouve que dans le sens, s'il est un bon mini CEO, il est capable de protéger ses équipes de ces espèces d'intrusions des autres équipes ou des board members, et il est capable de défendre une vision long terme, etc. Et justement, tu parlais beaucoup de soft skills, de communication, de pédagogie. C'est encore plus essentiel au niveau du produit, parce que tout le monde veut donner son avis, beaucoup plus que de donner son avis au comptable sur la façon dont il fait les comptes. Donc, moi sur ce sujet, vas-y, t'as fini ? Ok. Moi sur ce sujet, je vous donne clairement rendez-vous à 14h parce que je vais le décortiquer à fond. Comment ils font son truc ? Non mais c'est exactement ce sujet-là que je vais vraiment aborder entre product manager, product designer. Clairement, la vision d'ownership de problèmes et solutions est super discutable et il y a pas mal de façons de faire. Moi, en témoignant du côté GAFA, chez YouTube et chez Facebook, le designer a une voix et son moteur vraiment de façon très appuyée, très forte sur la vision produit. Donc à la fois quel type de feature et bien sûr la solution et à quel point elle est adaptée aux problèmes ou aux besoins utilisateurs. D'où l'ouverture sur c'est pas si simple et pas aussi CEO dictateur de dire problème, solution au nez seulement par le PO ou le product manager. Ok. On arrive au terme de la conversation. Juste une dernière question un peu catchy pour vous trois. Je suis junior. Pourquoi j'irai chez toi ou chez toi Yannick ou Mounia en start-up ? Vendez-moi votre truc. Moi, en quelques mots, on demande beaucoup de choses pour un designer, mais c'est aussi la beauté de ce rôle de product design. On peut avoir une influence, une voix sur beaucoup de pans de l'expérience utilisateur, que ce soit le service principal ou des side projects, des side experiments. Donc vraiment de la capacité à aller plus loin et apprendre énormément sous plein de pans de user research, visual design, interaction design, et de croire aussi en quoi on construit, donc d'être moteur vraiment dans la stratégie d'entreprise d'une startup, parce qu'on a vraiment le scope et la capacité d'influencer grandement en fait la direction de l'expérience digitale d'une entreprise en startup. Ouais. Okay. Yannick, tu recrutes ? Je recrute. Effectivement, je pense qu'il y a, ça rejoint un peu ce qu'on a développé jusqu'ici. C'est pour un junior, en fait, il va arriver dans un environnement mature d'un point de vue produit, donc je pense que il va être en capacité d'apprendre beaucoup de choses et de bénéficier de toute l'expérience accumulée des dernières années et toutes les erreurs qu'on a pu faire aussi sur pas mal de choses. Donc ça, c'est intéressant pour un junior. Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est le côté travailler sur un produit grand public utilisé par
par plein de gens et d'avoir un impact, en fait. C'est-à-dire que même pour un junior, en fait, je disais, il y a des produits à moins fort impact, mais en fait, tous les produits ont un impact, et bon, c'est ce que je trouve super pour le coup chez nous, c'est de se dire, bon, après ça vient avec d'autres contraintes, hein, mais c'est cette capacité à avoir un impact sur la vie de millions d'utilisateurs. Ok. Je suis junior, je me dis, puisqu'en ce moment c'est beaucoup la mode, qu'un jour j'aurai envie de créer ma boîte. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on voit que les compétences, les soft skills et les hard skills qu'on développe en tant que PM, que ce soit chez les GAFA ou dans les petites startups, c'est quand même des trucs, moi là je prends ma casquette de VC, qu'on aime bien voir dans un fondateur de startup. Donc je trouve qu'aller en startup aux côtés d'un fondateur peut-être un peu plus aguerri en tant que PM, c'est une excellente école si vous êtes junior et que vous avez derrière la tête l'idée de créer un jour votre propre boîte. Alors choisissez du coup une boîte où un des fondateurs vous inspire particulièrement et qui pourra un peu vous prendre sous son aile. Je pense que c'est pas idiot. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Gabriel. Merci.